Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour ce nouveau rendez-vous digital des directeurs immobiliers, pour ce thème de la reconversion d'une friche industrielle, la transformation du site logistique des Trois Suisses, les fameux Trois Suisses, à Villeneuve-d'Ascq, en véritable quartier urbain. Et à mes côtés, sur le plateau, eh bien, j'ai Laurent Varnier, qui est directeur de développement stratégique, relations grand compte France chez Link City. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Est-ce que rapidement, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer quelle est l'expertise de Link City pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Bon, on va faire rapidement parce que le but, c'est de parler du sujet qui nous rassemble. Link City, c'est la filiale d'un petit groupe familial Orange qui s'appelle Bouygues Construction. On a une activité qui est une activité de développement immobilier et on a toujours géré des projets qui étaient des projets assez alternatifs. Donc on s'est spécialisé au fur et à mesure du temps sur des projets complexes, des projets multiproduits, des projets de quartier, mais également des projets à vocation économique ou thématique. Voilà, on est présent sur l'ensemble du territoire français, une vingtaine d'implantations, et on n'a pas peur des moutons à 5 pattes. Et on est assez proche, effectivement, des acteurs économiques, des utilisateurs voilà, qui irriguent l'économie des territoires. Et donc, on est très fiers de travailler. Pour conclure, Link City, à quel âge? Link City a une petite trentaine d'années. Alors, il y a eu des changements de nom, mais ce qui est aujourd'hui Link City a commencé il y a une petite trentaine d'années. Très bien. Et notre autre invité, eh bien, il est en visio, en direct du Schnorr. Benoît Elbel, bonjour. Vous êtes directeur aménagement et promotion de Noud, qui est une filiale de l'AFM, l'association familiale Mullier, actionnaire des Trois Suisses. Et vous êtes co-aménageur aux côtés de Link City. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Alexandre. Merci d'être présent. Également, Noud, votre expertise en quelques mots. Oui, donc Noud est effectivement une jeune société détenue par l'association familiale Mullier, jeune société puisqu'elle est nouvellement créée depuis janvier 2021. C'est la réunion des équipes historiques de Citreuse, donc qui est la branche immobilier commercial issue d'Auchan, et également la réunion de Nodi, qui est une jeune société qui a été créée en début 2017, justement pour développer notamment le projet que nous allons vous présenter. Se développe ses services autour des trois grands métiers de l'immobilier que sont l'asset management, le property management, donc l'exploitation majoritairement de galeries commerciales, et des métiers d'aménagement et promotion. Nous couvrons également la totalité du territoire et sur les sujets d'aménagement et de promotion, particulièrement donc, évidemment le Nord, Paris, Bordeaux, Marseille, Strasbourg et également la région Centre. Alors, on va parler d'un terrain privé de 10 hectares, je crois, qui était celui des Trois Suisses, dont la famille Mullier était actionnaire. Avant de développer ce thème passionnant et pour que vous puissiez vous imaginer un peu ce qui s'y passe et où ça se trouve, on va déjà, grâce à Google Earth, aller direction 220 rue Jean Jaurès à Villeneuve-d'Ascq. Ça s'appelle la Maillerie. Un petit zoom sur la carte pour voir où c'est. Voilà, et avant d'en parler avec nos invités, eh bien, ils vous proposent un très très bon film, assez court, où on va pouvoir en savoir plus en images sur ce magnifique projet. Et donc, on détaillera ça tous ensemble juste après. Découvrez la Maillerie. Maillerie. À Villeneuve-d'Ascq et Croin, l'ancien site logistique des Trois Suisses accueillera demain plus de 700 logements, des commerces, des bureaux, une école. Il accueillera surtout de la convivialité, de la nature, du sport, de la solidarité. Au cœur de la maison du projet, cette vie de quartier intense et bouillonnante commence déjà à éclore. Potager urbain, Ripper Café, estaminet, laverie-repasserie, ateliers sportifs, événements festifs. Les initiatives concrètes se multiplient. Le projet est imaginé pour les habitants et par les habitants. Riverains et associations de quartier en sont les co-créateurs. À la Maillerie, des espaces communs sont à leur disposition pour qu'ils commencent à tisser la vie du quartier. Un quartier qui va de l'avant, mais qui n'oublie pas son passé. Des créations de couturiers de renom
qui ont travaillé pour les Trois Suisses sont rassemblés au sein d'un musée ouvert à tous. Une manière de garder en mémoire l'héritage du lieu. Une démarche d'économie circulaire inédite a également permis de donner une seconde vie à de nombreux matériaux de déconstruction. Parquets, racks de stockage, luminaires, béton ont été réutilisés, permettant à l'ancien site logistique de perdurer sous de nouvelles formes. Pour l'heure, les premiers bâtiments s'apprêtent à sortir de terre. Ils formeront demain un quartier vivant, verdoyant et accueillant, grâce notamment à une grande qualité architecturale qui mêlera fonctionnalité et esthétisme, grâce à des commerces innovants et à des tiers-lieux, grâce enfin à la présence d'espaces naturels, de zones potagères, d'un parcours sportif. Tous aménagés dans le respect de la biodiversité locale. Une place importante sera réservée aux mobilités douces, grâce aux nombreuses voies piétonnes et cyclables et à la proximité immédiate du tramway, avec ses logements, ses bureaux, sa résidence senior, son école, sa crèche. La Maillerie mixe les usages, les générations, mais également les catégories sociales. De nouvelles formes d'habitat et de financement, comme le logement personnalisable ou la propriété à vie, donneront à tous la possibilité d'accéder plus facilement à la propriété. À la Maillerie, on ne construit pas seulement des bâtiments, on expérimente de nouvelles manières de vivre ensemble. On imagine un quartier porteur de sens et d'enthousiasme. Un quartier, tel une filature, qui tisserait des liens humains. Voilà, c'est bien de pouvoir conceptualiser ce dont on va parler. On va commencer avec Benoît, mais Laurent, bien évidemment, même à distance, hein, vous pouvez échanger avec Benoît. On va essayer de savoir un peu plus avec vous sur l'historique de ce projet, à quand ça remonte, qu'est-ce qu'il y avait à cet emplacement, et savoir comment ça a émergé avec des différents aspects, entre autres politiques, et comment aussi s'est mise en place la collaboration avec Link City en termes de planning et d'avancement. Mais pour débuter, quel est l'historique de ce projet pharaonique et magnifique ? Alors, pour préciser l'historique, c'est assez simple, hein, c'est l'histoire d'une entreprise bien connue de tous les Français, les Trois Suisses, qui avait développé son activité autour d'une trentaine d'hectares qui se situe au cœur de la métropole. Donc, vous avez vu la vue Google Earth. La métropole de Lille a cette particularité, c'est qu'elle fait à peu près 1 500 000 habitants et la ville phare, celle qui est la plus connue de toutes, elle ne fait que 250 000 habitants. Ce qui fait que le développement économique s'est concentré au cœur de ce triptyque entre Lille, Roubaix et Tourcoing, qui sont Roubaix et Tourcoing étant les deux villes historiquement industrielles. Et donc les Trois Suisses ont développé leur activité à cheval entre Croix et Villeneuve-d'Ascq, qui sont deux villes entre Lille, Roubaix et Tourcoing. Et historiquement, donc, ils avaient un entrepôt depuis lequel partait l'ensemble des produits que vous pouviez tous et toutes commander sur le catalogue des Trois Suisses. On va peut-être afficher à la régie le slide qui va avec ce sera plus en même simple. temps que vous parlez. Et donc cette activité, c'est l'histoire d'une entreprise qui a raté un virage techno et puis qui a commencé à accompagner la décroissance de son activité et s'est posé la question pour les dirigeants des Trois Suisses, dont l'association familiale Munier était actionnaire, de la reconversion de l'ensemble des actifs immobiliers dont ils étaient propriétaires. Et le premier d'entre eux, c'était donc ce site logistique de 10 hectares à proximité directe du centre-ville de Croix, mais administrativement parlant, il était majoritairement sur la commune de Villeneuve-d'Ascq. Quand on réfléchit à la reconfiguration d'un site de cette ampleur-là, à proximité d'un centre-ville, il y a évidemment tout un tas de questions qui se posent et l'action de la collectivité qui vise à gérer des grands projets de cette ampleur-là, puisque au-delà même de la programmation se posent naturellement des questions d'accessibilité, de trafic, de cohérence de programmation par rapport à des besoins identifiés ou futurs. Et puis, et donc le partenariat a commencé à se nouer ainsi. On est au courant de l'année 2016, puisque pour développer cette programmation, donc Link City, l'agence Nicolas Michelin, et puis les actionnaires des Trois Suisses ont commencé à faire mûrir ce projet en lien direct avec les deux villes, Croix et Villeneuve-d'Ascq, qui ont des sensibilités politiques très différentes et des visions de l'urbanisme aussi très différentes. Et également la métropole européenne de Lille, dont les métiers d'aménagement d'urbanisme les mettaient au cœur du dispositif.
Fin 2016, après toute une série d'itérations pour arriver à une programmation dont on va parler par la suite, la métropole européenne de Lille valide la modification du PLU et lance officiellement le démarrage du projet avec le dépôt d'un permis d'aménager sur cette emprise des 10 hectares. Pendant ce temps-là, Nodi, donc qui est l'entreprise qui avait été créée pour développer ce projet-là, a acquis 30 hectares, dont la mairie et 2 sites que vous avez vus apparaître à l'écran en bas à droite, qui sont en fait l'ancien siège de 3 Suisse France et l'ancien siège de la holding de 3 Suisse. Et donc depuis, on fait notre métier d'aménageur et de promoteur. Nodi et nous, désormais, nous sommes propriétaires fonciers et nous avons créé une société d'aménagement commune avec Link City pour faire notre métier d'aménageur, c'est-à-dire développer le projet urbain, définir les macro-lots. On peut peut-être passer à la slide suivante. Définir donc les lots qui vont être ensuite développés par les promoteurs, s'occuper de tout le relationnel évidemment avec les collectivités et avec les riverains, travailler évidemment, puisqu'on parle d'un site logistique d'à peu près 60 000 m² sur un terrain de 10 hectares, opérer la démolition partielle de ces bâtiments, puisqu'on nous en avons conservé 2. Cette démolition que nous avons voulu zéro déchet, donc travailler avec les filières de recyclage, avec le tissu associatif, avec des industriels et également avec les cellules R&D de Bouygues pour notamment récupérer l'intégralité du béton issu de cette déconstruction pour pouvoir fabriquer des nouveaux bétons à partir de béton recyclé, ce qui à l'époque était une vraie innovation technologique. Et donc ce métier d'aménageur, nous le faisons on va dire classiquement pour une partie, et puis ce qui est un peu moins classique dans la manière dont on appréhende notre projet, c'est que en étant propriétaire, aménageur, promoteur et foncière, on intègre l'ensemble de la chaîne de valeur de notre métier et on travaille avec un programme d'ambition de quartier. On a essayé de définir avec les collectivités et avec les riverains. Il y a excusez-moi, un retour qui est... Là, c'est bon, excusez-moi, vous m'entendez ? Donc, on a défini avec les collectivités et les riverains les sujets sur lesquels nous, en tant qu'aménageurs, Link City et Nood, nous avions à agir pour faire en sorte que ce quartier, il n'arrive pas comme une soucoupe volante au milieu d'un champ de patates, mais qui s'intègre directement dans son environnement. Ces ambitions, on les développera un peu plus tard, mais elles sont autour des sujets de nature en ville, des questions de mobilité, des questions de gouvernance de quartier et des questions de lien social. Et derrière, il y a une somme de petites actions, des petites et des grandes actions qui visent à matérialiser ces ambitions au cœur du développement du projet. Et ce sont ces ambitions qu'on retrouve également dans les objets de promotion, puisque le lien partenarial ensuite entre l'aménageur et le promoteur, c'est de fournir un certain nombre de prescriptions et de guidelines qui permettront à Nood et à Link City en tant que promoteur. Alors, on n'est pas schizophrène, c'est 2 équipes qui se complètent. On leur donne un certain nombre de cahiers des charges pour faire en sorte que la programmation, la qualité architecturale et les ambitions qu'on a voulu porter à l'échelle du quartier, eh bien, elles se retrouvent également dans les bâtiments que nous créons et dans les cibles clients que nous visons par la suite. Laurent, je te laisse compléter le propos. Ce que je retiens, moi, en action nationale, parce que j'aide l'ensemble des équipes sur les sujets nationaux, c'est que ce projet a été tout à fait alternatif par plein de points. Des points qui ont été évoqués par Benoît tout à l'heure. Alors, Benoît est rentré notamment sur le sujet de la technique. À l'époque, c'est vrai qu'on parle de recyclage, on parle d'économie circulaire de façon beaucoup plus forte, mais à l'époque où ce projet a été lancé, on n'était pas du tout dans ces logiques-là, donc on était très précurseurs. Je pense qu'on parlait aussi d'ambition, et je pense que c'est un des éléments qui est important, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu, comme disait Benoît, poser en fait un quartier ex nihilo, sans aucun lien avec le reste, sans réflexion, sans cohérence. Et tout le travail en fait, de l'aménageur a été de faire adhérer les parties, a été de réfléchir à la bonne programmation, a été d'une certaine façon de définir quels étaient les bons ingrédients du cocktail urbain.
il faut suffisamment d'ingrédients, mais il ne faut pas trop d'ingrédients par rapport aux autres pour que ça reste buvable pour un cocktail et que ça reste vivable et désirable pour un quartier. Et c'est vrai qu'on a toujours été dans cette logique-là, qui est autant une logique de responsabilité de territoire qu'une logique de mise en œuvre d'opérations. Donc c'est vrai qu'il y a eu tout un travail qui a été un vrai travail d'adhésion avec les collectivités, avec les riverains, un vrai travail pour faire émerger d'une certaine façon ce projet. Ce qui peut être intéressant, c'est effectivement de rentrer, alors je viens de changer la slide qui va s'afficher bientôt, qui est une slide sur laquelle on voit la programmation et les usages, et je trouve que c'est assez symptomatique. Oui. Sur la façon dont on a voulu développer en fait, ce quartier conjointement avec Nood. Dans un quartier, on a besoin d'une multitude d'usages. On peut tout à fait imaginer poser tout un ensemble de sous-ensembles et les faire sans cohérence, sans lien. Ouais, mais il n'y aurait pas de complémentarité. Quoi. Sans complémentarité, de façon un peu trop militaire d'une certaine façon. Et tout l'esprit a été de se dire, on va commencer par créer en fait un esprit du lieu. On va créer un esprit du lieu. Alors je parlerai tout à l'heure de la préfiguration, mais l'idée c'était de faire émerger un bout de ville avec des composantes cohérentes et des usages complémentaires. Et c'est vrai que quand on lit en fait ce tableau assez synthétique sur les usages, on voit un peu de tout. On voit un fourre-tout. On voit du logement libre, social, du non-bâti aussi. On voit du non-bâti et on ne voit pas forcément tous les liants entre les sous-ensembles, tous les espaces verts. C'est un projet qui, grosso modo, a plus de 45% d'espaces verts en termes de surface au sol. Ouais. Et en tout cas, toute la logique, ça a été vraiment de trouver toutes les complémentarités et d'intégrer tout un ensemble de mixité et de déclinaison d'usages, histoire de faire un quartier vivant, avec une école, avec des commerces, avec un espace dont on parlera plus en détail, qui est l'espace phare en fait, de ce quartier, qui est une partie du site qui a été conservée et restructurée dans un usage très central autour du commerce, et également réintégrer des usages... Ce que vous voulez dire, c'était garder aussi un peu l'esprit de l'ancien site des Trois Suisses, c'est ça? Tout à fait. Qu'on retrouve dans les pierres, qu'on trouve dans les éléments... Qu'on retrouve dans une forme d'architecture, effectivement, une partie de l'architecture qui a été conservée. Ce n'est pas un quartier qui sera 100% neuf, c'est un quartier qui conserve une partie de son âme, et qu'on trouve aussi dans les usages, avec des éléments du passé, donc rappel à l'histoire des Trois Suisses, et des éléments de préfiguration du site qui viennent s'intégrer dans le quartier futur. Donc il y a une alchimie à créer, et on est assez content du résultat, et surtout de l'émergence du quartier. Et voilà, un élément important, c'est ça. Benoît, Laurent, comment s'est fait justement ce travail ensemble pour arriver à trouver cette complémentarité et finalement répondre aux attentes des gens qui vont vivre ce quartier, que ce soit pour le travail ou pour la vie de tous les jours, y habiter et les loisirs? La première des complémentarités, c'est évidemment celle qui se reconnaît dans l'équipe, c'est-à-dire que nous, en tant que propriétaires fonciers historiques, qui revendiquaient un devoir sur cette friche, en tant qu'actionnaire historique des Trois Suisses, avait la volonté d'agir sur ce site, avait également la volonté, en créant une nouvelle société, de développer un nouveau métier qui n'existait pas dans son écosystème, et qui avait envie du coup, comme toute jeune entreprise, avait envie de tester des nouvelles choses et pas rentrer dans des schémas établis. L'autre force, c'est d'avoir Link City, évidemment, et derrière l'ensemble l'écosystème Bouygues Construction, avec évidemment ses méthodes, sa recherche et développement et son caractère industriel. Et c'est en mêlant ces deux forces qu'on a réussi à aller sur des sentiers que ni l'une ni l'autre n'aurait pu faire seule. On a parlé d'urbanisme transitoire, de préfiguration. C'est évidemment des choses ça fait partie des forces du projet, de pouvoir s'appuyer sur l'histoire du quartier, de communiquer autrement. Et ça, c'est des choses que nous avons poussé, nous, mais que Link City, entre guillemets, nous a laissé faire là-dessus. C'est-à-dire
plutôt que d'aller afficher les 4x3 ou développer tout un tas de plaquettes pour montrer ce qu'on allait faire, c'était utiliser le passé. Les Trois Suisses avaient la particularité d'avoir inventé les capsules avant les capsules, travailler avec un certain nombre de grands créateurs pour développer des séries limitées. Et quand on a racheté ce site, on s'est retrouvé avec des milliers de pièces de collection de Castelbajac, Ah oui. Gautier, Courrèges, Putman, Stark, etc., etc. Et Et alors, donc, on s'est dit qu'allez-vous faire de tous ces trésors? qu'est-ce qu'on allait faire de tout ça? Et ben, on s'est dit qu'on allait faire un petit musée pour parler du site, faire venir des gens qui avaient aucun intérêt particulier à venir sur une friche avec un potentiel quartier urbain, et puis commencer à les faire venir et puis à les faire réfléchir autour du projet, de voir quelles actions on pouvait mener. Et c'est comme ça qu'on a développé tout un tissu associatif en tirant le fil également de l'économie circulaire. Et aujourd'hui, la Maison du Projet, elle a une grande partie de son activité qui est liée à l'économie circulaire. Et c'est parce que d'un côté, nous avait cette envie de faire un peu différemment et Link City avait cette force industrielle de recherche et développement autour de l'économie circulaire, ça ne se décrète pas. À un moment, il faut quand même rentrer dans le sujet, mettre des ingénieurs autour de la table pour voir ce qu'on peut faire de tous ces matériaux. Et aujourd'hui, par exemple, on accueille dans cette maison du projet, dans un des bâtiments que nous avons conservé, une ressourcerie. On travaille avec une association qui récupère un certain nombre d'objets, de mobilier, et puis qui le revend et qui travaille sur qui permet d'employer des gens qui sont en réinsertion. Et donc, toute cette mayonnaise, en fait, elle a une cohérence du début du projet jusqu'à maintenant où on va livrer les premiers bâtiments, on va accueillir les premiers habitants, et puis elle va s'offrir un futur parce qu'on est également foncière. Euh, et je dirais que ça, c'est vraiment une grande force du projet. Après, l'autre force, c'est d'avoir été agile. Agile dans la programmation, agile dans les produits et les clients qu'on pouvait sonder et qui nous a permis de gagner du temps par moment et puis s'offrir du temps par moment également. Gagner du temps, c'est évidemment euh, si le slide est passé rapidement, on a à peu près 700 logements à commercialiser sur tout le temps de la vie du Alors projet. justement, on va revenir dessus, et Oui, c'est très bien que vous reveniez dessus, parce que justement, je voulais qu'on revienne sur ces phases, parce voilà, que en fait, ce sont des naissances par phase, tout à fait. et de savoir s'il y a déjà eu des naissances, où on en est, et Alors, comment donc. il y a eu pas mal de naissances. Alors, au sens de notre métier, la naissance, c'est déjà la contractualisation, la rencontre d'un vendeur, d'un promoteur et puis d'un client. Et La on peut avoir la slide, s'il vous plaît, en ouais. régie, merci beaucoup. Super. Euh, en tant qu'aménageur, on avait cette responsabilité de développer à peu près 700 logements, un hôtel de résidence gérée, une école, une crèche, et 7 000 m² de bureaux, pardon, et 8 000 m² de commerce environ. Une fois qu'on a dit ça, comme le disait Laurent, on aurait pu empiler les produits et puis très peu s'inquiéter du devenir de ce quartier. Et c'est parce qu'on a ce socle d'ambition et parce qu'on travaille en lien direct avec les collectivités qu'on s'est dit qu'on allait essayer de travailler un petit peu plus finement dans la programmation. Il y avait trois enjeux pour nous. Le premier, c'est de pouvoir développer une offre de logement qui reconstitue un bout de ville. Et donc, dans un bout de ville, vous avez des gens riches, vous avez des gens pauvres, vous avez des gens vieux, vous avez des gens âgés, pardon, des gens plus jeunes. Il y a des familles, il y a des gens qui sont seuls dans leur appartement, et on doit retrouver toutes ces composantes-là. Bien sûr. C'est évidemment le petit reproche qu'on pourrait faire à une programmation plus classique qui vise à développer les logements sociaux pour partie parce qu'ils y sont obligés, et puis développer un produit type Pinel qui va évidemment bien s'écouler sur le marché parce qu'en ce moment la demande est quand même assez porteuse, mais au final ça ne fait pas vivre un quartier quand vous savez que dans 9 ans vous allez avoir une rotation de l'ordre de 50 à 70% des gens qui y habitent. Et donc on s'est attaché à développer différentes formes de logements pour toute typologie de personnes, à la fois en classe d'âge et puis en CSP, de pouvoir avoir des offres de logements aussi pour des publics plus fragiles. C'est comme ça qu'on a travaillé 3 programmes de logement inclusif, où on travaille avec des associations qui accompagnent des gens qui ont eu des accidents de vie, des traumatismes crâniens, des gens qui ont Alzheimer, etc., etc. Et puis on leur offre un petit cocon dans un lieu où on essaye de développer la mixité. L'autre enjeu, ça va peut-être plus vous parler, c'est sur l'immobilier tertiaire.
On en parlait rapidement tout à l'heure avec Monsieur Matran. C'est un site historiquement où il y avait beaucoup d'emplois. Sauf que, je vous le disais, il y a un virage techno qui ne s'est pas fait et puis une entreprise qui a connu une décroissance. Et donc, les zones d'emploi sur la métropole lilloise, elles ont été développées ailleurs, essentiellement sur des parcs d'activités. Et puis concrètement, quand on a dit aux brokers qu'on allait mettre 7000 m² de bureaux sur le marché, ils nous ont tous regardés comme des lapins devant les phares d'une voiture en disant que ça n'allait jamais marcher. Et, euh, et c'est par la mixité des usages, par la chance d'être à proximité du tramway et du métro, par rapport à l'histoire qu'on est en train de vous conter là, que les entreprises finalement, elles y ont trouvé un intérêt. Elles trouvaient un intérêt par rapport à un plan de déplacement entreprise, par rapport à l'accessibilité de services et dans des politiques de recrutement, c'est toujours intéressant pour fidéliser notamment ces RH d'avoir un certain nombre de services à proposer en dehors du lieu de travail en tant que tel, qu'on a réussi à trouver ces clients-là. Et je vous parlais d'agilité et de gestion du temps. On sait aussi où faire du temps par. Il y a un des bâtiments dont on est assez fiers tous. C'est un programme de bureau qu'on avait lancé. Et puis, quand vous avez toute cette programmation, on se dit qu'il y a une pierre qui manque, enfin, il y a une pièce du puzzle qui manque. C'est l'offre autour de la santé. Quand on a à peu près 3000 personnes qui vont vivre dans ce quartier, qui vont soit y travailler, soit y vivre, quand on va avoir des personnes âgées et également des enfants qui seront dans des écoles, avoir une offre de santé qui soit fournie, ça ne peut pas se régler simplement en les accueillant dans les rez-de-chaussée d'immeubles dont on ne sait pas bien quoi faire. Et puis, on a pris le temps de trouver le bon opérateur qui permettait de répondre à cette offre. Et on a un bâtiment d'à peu près 2700 m² qui va accueillir à peu près toutes les pratiques médicales conventionnelles ou alternatives que vous pouvez imaginer, à quelques rares exceptions prêtes, dans ce quartier. Et donc, ça permet justement par cette agilité, en gérant des avancées plus rapides et puis du temps plus long, de pouvoir avoir un quartier qui est vraiment complet et dont on peut créer les conditions de cette mixité, de ce foisonnement et d'une âme qui peut se développer dans un temps long. Laurent, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, en fait, ce projet, on y tient particulièrement chez Linkcity. D'ailleurs, il a un petit surnom sympathique qui est que c'est un concentré d'innovation. C'est-à-dire qu'on s'est assez vite rendu compte qu'on avait testé plein de choses avec Nood et qu'on avait innové sur plein de sujets. Alors, les sujets techniques qui ont été évoqués, il y a une slide d'ailleurs qui pourra être diffusée sur le sujet, qui est un peu lourde parce qu'il y a beaucoup d'innovations. Mais en gros, on se rend bien compte dans cette slide-là qu'on a innové sur 4 principales thématiques, qui sont tout ce qui est RSE et impact, qui est une terminologie assez nouvelle, mais que d'une certaine façon, on avait déjà intégré très en amont, mais on ne la formalisait pas. Donc là, pour le coup, maintenant que ça devient une vraie direction stratégique et opérationnelle des territoires et des entreprises, c'est une très bonne chose. Tout ce qui est usage et acteurs, alors Benoît en a pas mal parlé, avec toutes les déclinaisons du logement, mais également avec l'accompagnement de nouveaux acteurs, des nouveaux acteurs sur des nouveaux concepts, des nouveaux acteurs sur l'acquisition en bloc de logement. Le retour d'institutionnel a été aussi encouragé par ce projet-là. Le fait qu'on n'ait pas voulu, ça a été cité par Benoît également, indirectement, transformer, faire un quartier comme les autres au sens Pinel. Il y a beaucoup trop de Pinel et nous, on avait des convictions sur le fait qu'il fallait éviter qu'il y ait trop de Pinel. Aussi. Donc là, pour le coup, voilà. Mais également des sujets un peu structurants de montage. Et je vais évoquer 2 sujets. Un premier sujet qui est le parking en droit d'usage. On a eu très tôt la conviction qu'il fallait arrêter de développer une place de parking par logement ou de se limiter dans une logique de « je suis propriétaire, donc je suis aussi propriétaire de mon parking » parce que ça générait des aberrations en carbone et des aberrations économiques. Ce qui fait qu'on a pris le parti avec nous de rentrer dans une logique de création de parkings mutualisés, alors ce qui n'empêche pas des parkings privatifs, mais en proportion beaucoup plus limitée. Et une des novations majeures, c'est qu'on a à peu près sur le quartier
880 ou 890, je n'ai pas le chiffre exact, parkings qui sont en droit d'usage, dont Noud Foncière restera propriétaire pendant 90 ans, mais il y a des... Enfin, pardon, Noud restera peut-être propriétaire plus longtemps, mais Noud concède un droit d'usage de cette durée-là, ce qui fait que les acquéreurs achètent en fait une partie de droits réels, de parking réel, mais ils achètent proportionnellement beaucoup plus en fait de droits d'usage, ce qui permet de mutualiser les parkings, de faire des grosses économies en termes de carbone, parce qu'effectivement, on ne construit pas. On a fait des calculs, on ne construira pas 300 parkings par le simple fait d'un bon dimensionnement de parking mutualisé à 900 places. Donc on a eu ce cas-là qui est assez marquant parce que d'une certaine façon, il devient aussi illustrateur des nouvelles pratiques qu'on développe sur les différents projets urbains qu'on pousse dans les différentes régions. Autre élément, et je vais être très court parce que le temps passe vite, l'esprit du quartier qu'on a évoqué tout à l'heure, qui s'est traduit par la préfiguration, donc le fait de faire venir sur le site, alors même qu'il n'y avait rien, des acteurs pour commencer à le faire vivre. Ça crée une identité, ça crée une cohérence, mais on n'a pas voulu supprimer ces acteurs transitoires, entre guillemets, au moment où le quartier devient pérenne. Et la logique a été de créer une société coopérative qui a, entre guillemets, hérité gratuitement de locaux par les aménageurs. Donc, les aménageurs, Noud et Link City, ont fourni à cette société coopérative des locaux dans lesquels les acteurs de la préfiguration, les partenaires historiques, vont se réintégrer avec des loyers modérés. Et ça permettra d'assurer une animation, une cohérence et la poursuite dans le temps. On a des exemples, par exemple on parlait tout à l'heure de la ressourcerie, il y a des locaux associatifs qui vont rester. Il va y avoir aussi la mise en œuvre, tout ce qui est estaminet. Alors, estaminet, c'est un petit local festif où on boit un petit peu. Du Nord. Un petit bistrot, bistrot du Nord. Si peu dans le Nord. Donc, l'idée, c'était que cette transition de l'ancienne vie du site vers la nouvelle se traduise aussi par des éléments, des locaux et créer les conditions pour que ça dure. Et les conditions se sont notamment faites par la SIC, donc la coopérative, et par des loyers très abordables pour que ces activités, entre guillemets, non rentables, donc souvent exclues des programmations de promoteurs immobiliers traditionnels, perdurent. Donc que ce quartier ait une âme, garde une âme, c'est ça qui est important. Je vous rajoute encore quelques minutes parce que finalement, on n'ira pas en room, mais on fera une plénière directement, donc je sens qu'il y aura beaucoup de questions, mais peut-être pour une conclusion, justement, avant d'avoir les relances de nos amis qui nous regardent. Alors, j'aurais tendance à dire que l'ambition, elle est compliquée, parce que fondamentalement, quand on est un aménageur ou un promoteur, on espère ne pas perdre d'argent, voire avoir en gagner sur une opération, et pour autant, on est tiraillé entre ce qu'on voudrait faire et ce qu'on peut réellement faire. Et sur ce quartier, je trouve qu'il y a eu effectivement une très bonne gestion des ambitions, parce qu'on n'était pas détaché des considérations financières, elles sont importantes, mais en tout cas, on s'est donné les moyens, structurellement, dans notre organisation, de pouvoir mettre en place des innovations, et on a fait en sorte de pouvoir les faire durer jusqu'au bout, parce qu'il y a beaucoup de promesses qui ne sont pas forcément tenues. Et voilà, alors je te laisse Benoît, votre conclusion. Oui, ma conclusion, c'est pour rejoindre ce que dit Laurence, qui est un peu à la manière de ce que peut développer Bouygues comme baseline sur le coût, le délai, la qualité. Si on en oublie un des trois, on a raté ce virage-là. Effectivement, quand on s'est associé pour développer ce projet-là, on s'est associé pour un modèle économique, pour un calendrier et aussi par un socle d'ambition qu'on a voulu maintenir. Alors on a la chance, c'est pas toujours le cas, d'avoir les mêmes interlocuteurs quasiment depuis le début, et ça permet aussi d'être un peu les gardiens du temple de ce point de vue-là, et d'embarquer tout le monde. Et alors on n'est pas une association, hein, donc évidemment si on ne gagne pas d'argent, ça n'a aucun sens. Pour autant, cette obligation d'essayer de rester agile et de le faire pour de bonnes raisons et pas juste. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans la vidéo que vous avez vue en introduction, c'est qu'il y a la quasi-totalité des images que vous avez vues projetées sont issues du site, et la quasi-totalité de ce qui a été raconté a été fait. C'est pas, on aime bien, alors c'est pour ça qu'on commence à en faire beaucoup de ce type de présentation. On aime bien parler de ce qu'on fait et pas ce qu'on va faire.
pour que c'est vraiment un sens et que on vous apporte pas un buffet comme ça qu'on pourrait retrouver sur n'importe quelle plaquette. Ouais. Et pour nous, ça a du sens et ça a du sens pour nos clients et ça a aussi beaucoup de sens pour nos équipes qui sont souvent en dépassement de fonction par rapport à ce qu'elles font ou ce qu'elles peuvent faire parce qu'elles croient en ce qu'elles font et du coup, c'est vachement stimulant. Ça correspond bien à la philosophie de l'AFM, de l'Association familiale Mullier, qui est toujours dans cette idée de partage, de réinsertion et d'essayer de réunir tout ça. On va passer aux questions-réponses. Préparez-vous, préparez-les. Moi, j'en ai deux déjà pour lancer justement cette phase. Est-ce que d'abord, vous avez procédé à des espèces de sondages sur une population locale, justement, pour avoir un échange avec le terrain, savoir ce qu'ils attendaient, ce qu'ils voulaient, comment ça se passe? Alors oui, on l'a fait à plusieurs reprises. La première, c'est évidemment ce socle d'ambition de carte qu'on développe sur le projet. Donc, je vous ai parlé de lien social, de nature en ville, de mobilité, de gouvernance. Je vais être un peu vulgaire, mais on l'a pas sucé de notre pouce. On est allé interroger évidemment les riverains du quartier et la collectivité et les élus, ceux qui sont au quotidien, et plutôt les élus de quartier d'ailleurs que les grands élus, on va dire, sans jugement péjoratif. Des gens de terrain, pas des gens de terrain. Des gens de terrain et beaucoup de riverains du quartier. On a utilisé aussi des méthodes qui étaient développées par Link City autour de Serious Game pour faire émerger des idées et faire de l'intelligence collective. C'était aussi pas très à la mode en 2017 et en 2016, mais on l'avait déjà fait sans le savoir. Et on l'a fait à plusieurs reprises. Quand on a déposé le permis d'aménager, on a convié l'ensemble des riverains du quartier. On était à peu près 150 dans une salle un peu pourrie des bâtiments qu'on avait récupérés pour nous présenter, Link City et Nood, pour présenter le projet et ce qu'on avait envie de faire avec eux. Délibérément sans inviter les élus pour éviter ce caractère un peu bancal. Et l'autocensure aussi. Bien sûr. Politique autour de la table. Et ensuite, dans toute la dynamique de projet, dans toutes les grandes phases de démolition, de démarrage des VRD, des premières constructions, on a toujours pris le soin de les convier. Et cette maison du projet, c'est aussi un lieu où on recueille un certain nombre d'idées et de plaintes. Il faut être très clair là-dessus. Pour la programmation commerciale, on a également travaillé avec une jeune boîte qui utilise les réseaux sociaux et la géolocalisation de notre téléphone pour pouvoir leur demander ce qu'il manquait. On est à proximité d'un centre-ville qui est assez dynamique, mais sur lequel il y avait des choses qui manquaient. Et donc, cette programmation commerciale, elle est issue de ce type de sondage et de ce type de participation pour ne pas venir directement en concurrence avec ce qui est déjà là. Bien sûr, bien sûr. Quelles étaient leurs attentes? Rapidement, une très autre question que j'ai à vous poser, c'est de savoir si, bon, alors ce projet-là, il est au sein du berceau de la FM, le Nord, Lille, Villeneuve-d'Ascq. Est-ce que dans le futur, on peut le voir émerger ailleurs? On a différentes collaborations qui sont effectivement bien avancées. Voilà, on a quelques collaborations actives et puis des collaborations qui sont en cours de maturation, on va dire. Mais la logique est effectivement de pouvoir pas dupliquer ça, parce qu'on n'est pas du tout dans une logique de duplication, mais en tout cas reproduire l'expérience et la démarche qui sera de toute façon ajustée en permanence, parce qu'il n'y a pas deux projets pareils. Mais bien sûr, l'esprit et la dynamique, on a effectivement envie de la poursuivre, sachant qu'on va aussi l'étendre un petit peu. Très bien. Probablement autour du site qu'on vient de présenter. D'accord. Voilà, merci d'avoir été nombreux à nous accompagner sur ce magnifique projet. On espère vous retrouver rapidement pour voir un petit peu l'évolution d'ici le terme. Voilà, bonne soirée à tous et prenez soin de vous. Ciao.